Il m'arrive très régulièrement d'être interrogé par des organisations patronales, par des clubs de DRH, par des clubs de préventeurs, souvent des ingénieurs, et qui me disent, mais très concrètement, on a compris tout ça, etc. Mais concrètement, comment je fais, à l'aune de quels critères les juges vont-ils considérer que j'ai bien respecté mon obligation de moyens, de sécurité de résultats, d'obligation de moyens renforcée, puis moi j'en dis en plus, j'en rajoute une couche, j'en dis non, en fait c'est un objectif à atteindre. Et là, ils sont encore plus perdus, a fortiori si vous avez des ingénieurs en face de vous, j'ai rien contre les ingénieurs, mais eux ils veulent voir des tableaux, ils aiment bien les PowerPoint, quand vous leur présentez des schémas comme je vais vous en présenter maintenant. La première chose qui est à mon avis une illustration, alors vous voyez, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Je présente souvent ce tableau-là, et je dis aux employeurs que j'ai en face de moi, quel employeur êtes-vous? Où vous situez-vous par rapport à l'expansion du champ de la santé au travail dont on vous parle depuis un certain temps? Alors qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce tableau-là? En fait, vous avez, il est très simple, hein, 4 grandes périodes que nous avons traversées, 4 grandes ères de la prévention, de l'acception du concept même de prévention, qui montrent que nous avons vraiment une acception de plus en plus étendue du concept même de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Et que bien évidemment, si on regarde la situation telle qu'elle était il y a 150 ans, telle qu'elle est aujourd'hui, on n'a pas les mêmes exigences en termes de prévention de la santé. Et c'est toujours intéressant quand même de dire à l'employeur, vous vous situez-vous où dans cette histoire-là? Pourquoi? Parce que la première période, c'était, vous la connaissez tous, hein, la loi 1898, la logique de réparation. Ce qui a longtemps primé dans les entreprises en matière de risque professionnel, c'est une logique de réparation. C'est pas anodin de le dire, parce qu'on pourrait dire tout ça c'est derrière nous. En réalité, c'est pas derrière nous, parce que ces 4 périodes dont je vais vous parler, d'abord, elles se juxtaposent. Elles ne sont pas, on ne met pas de période pour en commencer une autre, elles se juxtaposent, elles continuent à exister. Et surtout, je note quand même que les partenaires sociaux, en 2015, donc c'est-à-dire hier, dans le 3e plan santé au travail, enfin se décident à dire sortons de la logique de réparation. Vous voyez, 1898, en 2015, dans le 3e plan santé au travail, il faut changer de paradigme, abandonnons enfin le principe de réparation pour privilégier la prévention dans les entreprises. Donc enfin, une prise de conscience collective du fait qu'en pratique, ce qu'on fait en règle générale dans les entreprises, je vais même carrément me lever, excusez-moi, ça me permet, voilà. C'est la réparation. Alors ça veut dire quoi concrètement? Quand on fait la réparation, dans la 2e colonne, ça veut dire que la représentation du risque, c'est que c'est un risque accepté. On est d'accord. L'employeur qui sont logique de réparation considère que le risque, c'est une fatalité. On entend souvent l'employeur qui dit que le risque zéro n'existe pas, etc. C'est une fatalité. Le risque, c'est lié à l'activité professionnelle. Ce qui veut dire que dans la 3e colonne, registre majeur d'intervention, je suis sur une logique d'indemnisation et de reclassement de la victime. Et donc ça veut dire qu'en termes de prévention, alors tout à l'heure on a parlé de prévention primaire, secondaire, tertiaire, ça c'est intéressant, ça c'est une belle expansion du champ de la santé au travail. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, moi j'ai commencé il y a plus de 30 ans, le terme de prévention primaire, secondaire, tertiaire, c'est pas qu'ils n'existaient pas, c'est qu'en droit du travail, ils étaient complètement ignorés. C'est vraiment une introduction de la santé publique, de la logique de santé publique, et notamment des textes de l'Organisation mondiale de la santé, des concepts de prévention primaire, secondaire et tertiaire n'existaient pas en droit du travail, il y a encore même 10 ans, on n'en parlait pas. Et petit à petit, on est venu nous expliquer que finalement faire de la prévention, c'est faire de la prévention primaire, tertiaire ou secondaire. C'est justement l'application de ce qu'on fait en matière de maladie en cas de pandémie internationale. Alors ça veut dire quoi en gros? C'est quand même intéressant de s'y rapprocher parce que la prévention tertiaire, c'est celle qui consiste simplement à accompagner une personne qui est déjà atteinte par une pathologie, par un accident. Autrement dit, on ne fait pas de la prévention en réalité, on fait de la réparation. La prévention secondaire, c'est celle qui consiste à limiter le risque et à accompagner, à faire en sorte qu'il y ait le moins d'occurrence, le moins de gravité possible pour le risque se produire. Et la prévention primaire, c'est quand on a totalement évité le risque. Or aujourd'hui, c'est rentrer dans les mains. On dit à l'employeur, vous devez faire la prévention primaire. Ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'attention, ce n'est pas du tout les mêmes outils, les mêmes interventions, les mêmes modes d'intervention dans l'entreprise si on décide de faire de la prévention primaire. Alors souvent, je vois des plans de prévention, l'employeur dit, je fais de la prévention primaire. Non, en réalité, il fait souvent de la prévention tertiaire. On verra les autres registres après. Donc quand on est bien d'accord que quand j'indemnise et quand je remplace un salarié, je suis dans la prévention tertiaire. Le salarié est déjà, les dégâts sont déjà faits. Je ne fais pas vraiment de la prévention. Et évidemment, le principal résultat que je peux escompter, c'est la gestion de la l'erreur. Les entreprises qui sont sur ce registre-là, elles espèrent que l'accident ne va pas se réaliser. Et vous savez que tous les jours, des millions d'accidents sont évités par les salariés eux-mêmes. On appelle ça presque accident. Les accidents n'ont pas lieu tout simplement parce qu'il y a la chance et du savoir-faire, il y a de l'expérience dans l'entreprise. Puis tant d'accidents réalisent, mais l'employeur se dit il y a très peu de chance. Donc ça, c'est le premier registre. Il y a eu une première extension qui nous a amené à partir de la Seconde Guerre mondiale à passer à une logique de protection. Et donc tous les textes que vous avez vus dans le Code du travail, c'est-à-dire pas dans le Code du travail, les juristes s'y intéressaient pas pendant très longtemps, vous n'êtes pas intéressés à la santé et sécurité au travail, c'était vraiment des textes techniques, c'était des textes d'ingénieurs, le décret 88, le décret 47, le décret 65, ça parle aux anciens, c'est des décrets qui étaient vraiment techniques. Alors là, qui étaient vraiment rédigés en termes d'obligation de moyens. Lorsqu'il y a un risque de chute de hauteur, je dois avoir une plainte de 15 cm de hauteur, une sous-lisse à 45 cm, une lisse à 1 mètre, et c'est une obligation de moyens.
L'employeur, il a juste à prendre la mettre, l'inspecteur du travail, il a juste à prendre la mettre pour vérifier que l'échafaudage était conforme. Quand on fait effectivement de la protection, c'est que généralement on rajoute des protections sur les machines, on n'évite pas le risque. On dit simplement, cette machine est dangereuse, je mets une barrière devant. Ce balcon est dangereux, je mets une barrière pour que les gens ne tombent pas. On fait de la protection. Et quand on fait de la protection, sur quel registre se situe-t-on? On se constitue, on est sur le registre de la conformité réglementaire, conformité aux standards. Autrement dit, je ne cherche pas à éviter des accidents, je cherche à être conforme à la réglementation. Or, on sait tous que pendant 50 ans, les années 1950, à peu près fin des années, fin du XXe siècle, on a obtenu d'énormes résultats, on a drastiquement réduit le nombre d'accidents de travail grâce à cette technologie de protection. Puis à un moment donné, on a atteint le fameux palier sur lequel on est maintenant depuis plus de 30 ans. On n'arrive plus à dépasser les accidents de travail parce que cette logique de mettre des barrières et des protections sur les machines n'empêche pas tous les accidents périphériques, moi j'appelle les accidents légaux, les accidents dans lesquels on a chanté la sécurité, on n'a pas respecté les consignes, on a fait autrement, tout simplement parce que les protections ne permettent pas de protéger la personne ou de lui éviter un accident de pathologie. Donc quand on est sur la règle de conformité, et là beaucoup d'entreprises sont encore sur cette logique, beaucoup d'entreprises sont encore sur cette logique de mise en conformité. La mise en conformité n'est pas une mise en sécurité, il faut le savoir. Un texte ne protège pas les risques, on protège le salarié, on ne protège pas, on n'évite pas le risque. Ce qui veut dire que lorsqu'on est sur ce registre-là, la logique c'est le risque est limité, je l'ai dit tout à l'heure, et puis on est dans une logique de prévention secondaire ou tertiaire. Donc secondaire, bon, enfin, je vais limiter le risque, l'occurrence, sa gravité. En tout état de cause, tout ce que je peux escompter, c'est que ma responsabilité est écartée parce que c'est une obligation de moyens. Donc moi j'ai entendu combien de fois quand j'étais inspecteur du travail, il y avait une barrière, il y avait une vis, il y avait une sous-vis, il y avait un mail, il passait par-dessus la barrière, c'est pas de ma faute s'il veut se suicider. Je ne l'avais pas, on a tous entendu. Donc cette logique-là difficile à combattre parce que l'employeur a respecté son obligation. Il faut attendre la fin des années 80, les principes généraux de prévention, la directive européenne cadre et la nouvelle approche pour que véritablement on ait un changement de paradigme qui est juridiquement intéressant parce qu'on va avoir un vrai glissement sémantique qui va s'opérer dans les textes que beaucoup d'employeurs là aussi n'ont pas vu. On est aujourd'hui dans cette période-là. La période de prévention, c'est les périodes où on commence à dire, dans un premier temps, la Communauté européenne, l'Union européenne, décide de faire des textes très techniques pour chaque machine, qu'elle s'aperçoit très rapidement que ce n'est pas possible, elle est en permanence dépassée par la réalité, par les innovations technologiques, par les évolutions de l'entreprise, et on va avoir une nouvelle approche, on va fixer des objectifs généraux, des objectifs à atteindre, et là on va commencer à avoir des textes qui sont aujourd'hui tous dans la partie 4 du Code du travail, qui coexistent avec d'anciens textes qui sont des obligations de moyens, c'est ça qui rend parfois les choses compliquées, qui peut déstabiliser, et c'est ça qu'on attend aujourd'hui des employeurs, en leur disant, vous devez faire la prévention, éviter le risque, la fameuse évaluation préalable des risques. On commence à dire, vous devez non seulement protéger quand vous avez un risque, vous devez évaluer les risques préalablement au démarrage de l'activité, en tirer les conséquences et mettre en œuvre des mesures de prévention. Et vous savez que le premier des principes, c'est éviter les risques. Là, on arrive aux fameux principes généraux de prévention. On est dans cette période-là. Alors, quand je dis que ça se traduit, l'expansion là, elle se traduit par des glissements sémantiques, c'est quand même intéressant. Si vous regardez, vous amusez à faire le nombre d'occurrences dans la partie 4 du Code du travail de certains termes, de certaines locutions, vous serez très impressionné de taper par hasard en recherche le mot adapté, le mot approprié, le mot suffisant, satisfaisant. Les textes me disent toujours, vous mettez une barrière à 1 mètre d'auteur, ils disent, vous devez mettre des protections efficaces, suffisantes, une formation adaptée, nécessaire, etc., appropriée. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique d'objectif à atteindre qui est compliqué pour tout le monde, d'ailleurs, y compris pour l'inspecteur du travail qui veut contrôler. Comment je contrôle que la protection qui a été mise en place, que les mesures de prévention qui ont été mises en place sont appropriées, sont suffisantes, que la formation est adaptée, et pas seulement conforme. Je connais énormément d'obligations de formation qui sont respectées formellement, elles ne le sont pas en termes de formation adaptée et appropriée à la situation qu'elle a. Donc ça, c'est quand on fait ça, on est quand même beaucoup mieux, parce que si on a bien évalué les risques et qu'on est intervenu en amont, on a probablement fait de la prévention primaire, simplement, et ou secondaire, très souvent. Et évidemment, ce qu'on peut escompter, c'est une diminution de la sinistralité. On commence quand même à s'intéresser et à s'approcher un petit peu plus de l'objectif à atteindre. Et puis tout récemment, on a une nouvelle ère qui s'annonce, et à mon avis, c'est les 50 ans qui sont devant nous, mais elle est pas épuisée, je connais quasiment plus d'entreprises, je connais quelques habitudes, quelques expériences, mais très peu d'entreprises ont vraiment compris. On est passé à la logique de promotion de la santé. Et là, encore une fois, on voit la logique de l'Organisation mondiale de la santé, la logique de santé publique, qui s'invite et qui dit, mais la santé, c'est un complet état de bien-être physique, psychique, social et sociétal. Et donc, on doit effectivement en permanence tenter de s'améliorer et surtout éradiquer le risque. La vraie prévention primaire, c'est celle qui consiste en amont, très en amont, non pas à éviter des risques, on ne raisonne pas en termes de risques, on raisonne de quel est l'environnement de travail propice à une activité professionnelle qui va permettre de s'épanouir au travail.
parle pas de bonheur, je parle même pas de bien-être, je parle pas de bonheur. Tout simplement de travailler, de faire un travail qui, tout en satisfaisant les objectifs de production de l'entreprise, va me permettre que, ça c'est la promotion de la santé qui existe aussi en santé publique. Et évidemment, quand on fait ça, on est dans ce qu'on appelle une approche développementale, c'est-à-dire développement des ressources et des opportunités. Et à travers le champ d'expansion dont on a commencé à parler tout à l'heure avec Emmanuel, on commence à voir ça, vous voyez. On commence à voir les gens, en tout cas, si le droit du travail ne dit rien sur le sujet, les gens ont des attentes qui relèvent d'une approche développementale. J'attends de moi que même si j'ai une maladie chronique évolutive, je puisse en dire qu'il n'a rien à voir avec l'activité professionnelle. J'ai une sclérose en plaques, j'ai une dépression, je suis parent aidant, je suis femme en situation malade monoparentale, etc. J'attends de l'entreprise qu'elle soit en capacité de me proposer un cadre de travail propice. Elle a intérêt à le faire d'ailleurs, parce que sinon elle a du mal à embaucher. On est dans une logique de promotion de la santé, et là on est vraiment dans la prévention primaire, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui est devant nous. Il y a très peu d'entreprises qui le font aujourd'hui, et évidemment, vous pouvez escompter le meilleur dans cette situation-là, il faut être optimiste, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer la performance de l'entreprise, la performance globale et la promotion de la santé, c'est à faire une entreprise qui arrive et à satisfaire ses objectifs de productivité avec des salariés qui travaillent dans de bonnes conditions. Ça, c'est effectivement comme ça que vous interrogez les employeurs en leur disant « Vous êtes où ? Vous vous situez où ? Et qu'est-ce que vous espérez en cas d'accident selon que vous êtes dans telle ou telle situation ?» Donc évidemment, l'idée, c'est de pousser, de tirer les employeurs, les entreprises vers cette logique de promotion de la santé. Et soyons très très clairs, très très honnêtes, aujourd'hui on est plutôt dans la logique de prévention. Alors, du coup, concrètement, et encore un tableau, ça veut dire que très très concrètement, comment les principes généraux de prévention peuvent venir nourrir ça? Parce que vous avez bien compris, quand on est dans cette logique-là, on ne cherche plus un texte réglementaire. On ne cherche plus un texte qui vous dit vous avez l'obligation de. Quand il y a eu le Covid, on n'avait aucun texte qui nous permette de dire qu'est-ce qu'il est permis de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas permis de faire, etc. Ce qui nous a d'ailleurs été beaucoup reproché. Parce qu'on nous disait, ben voilà, c'est 1 mètre, c'est 2 mètres, c'est 2 mètres 50, etc. On n'en savait rien. On savait. Donc, le seul moyen, c'était les principes généraux de prévention. Et comment on peut organiser les principes généraux de prévention? Ben là, je crois que c'est très important. Vous voyez, quand je monte ce tableau-là, vous le trouvez dans l'ouvrage, hein, on le développe en long et en large, c'est comme ça que les ingénieurs comprennent enfin ce qu'on attend d'eux. En leur disant, voilà, partez de ce tableau-là. Vous pouvez faire ça d'ailleurs avec les représentants du personnel en ex-CHSCT, en commission de santé, sécurité et conditions de travail, c'est un exercice pédagogique très intéressant. Vous partez de ce tableau-là. Et la situation, le problème que vous avez à résoudre, vous allez à partir des seuls principes généraux de prévention, vous allez remplir toutes les cases. Alors qu'est-ce qu'on met dans ces cases-là? Ben, vous avez une première colonne qui reprend tout simplement ce que dit l'article 41-21. Simplement, il faut le traduire. Qu'est-ce que nous dit l'article 41-21? Il nous dit, vous devez prendre des actions de prévention des risques. Concrètement, pour un préventeur, ça veut dire des mesures techniques, des mesures d'ordre technique. Vous devez agir sur la technique. Des machines conformes, des produits dangereux, étiquetés, des échafaudages corrects. On est dans le domaine de la technique, donc cette fameuse logique d'ingénieur dont je parlais tout à l'heure. C'est inévitable, il faut agir sur les installations, sur les équipements. Il est hors de question pour moi de vous dire autre chose que, bien évidemment, il faut avoir des équipements qui sont conçus de manière à protéger les personnes. Le Code du travail vous dit que vous devez mettre en place une organisation des moyens adaptés. Alors là, on est au cœur du réacteur, les mesures d'ordre organisationnel. Les mesures d'ordre organisationnel. Il faut agir sur l'organisation du travail et la prévention. Et moi, pour avoir exercé pas longtemps dans l'entreprise, je peux vous dire que le maillon faible, il est là. Chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises dans l'entreprise, elles sont soit dans le technique, soit dans le domaine, l'organisation qui va derrière, qui va éventuellement permettre d'éradiquer le risque, elle touche au cœur de l'organisation d'entreprise, ça devient très compliqué. Parce que c'est plus un problème de médecin du travail, c'est plus un problème d'ingénieur, c'est les managers au premier niveau qui sont concernés par l'organisation du travail. Comment je mets en place une organisation qui ne génère pas ce risque? Alors, je vais vous donner des exemples très précis. Hein, peut-être comment la façon dont on commande les pièces, on fait livrer les camions, peut à elle seule désorganiser tout à fait une entreprise, générer des accidents qu'on peut totalement éviter uniquement en réorganisant le type de camion, les horaires auxquels les camions vont arriver, les horaires, la façon dont ils vont vider les camions, etc. C'est du pur organisationnel. Et puis, évidemment, le Code vous dit des actions d'information et de formation, bah oui, il faut aussi agir sur la personne, sur ces facteurs d'ordre humain. Donc on retrouve le fameux technique, organisationnel et humain. Ce qui veut dire qu'un employeur qui rentre dans une logique de prévention, qui veut montrer qu'il a satisfait l'obligation de prévention, qu'il a satisfait son obligation de sécurité à travers les procédures de prévention, il doit obligatoirement avoir des mesures techniques, organisationnelles et humaines. Je ne connais pas de situation de prévention dans laquelle il ne faut pas agir sur les trois. Je vais vous donner des exemples sur la Covid, n'importe quel exemple, il faut toujours agir sur les trois. Si une des cases est vide, c'est qu'il y a un problème. Si vous dites je mets en place des équipements de protection individuelle, vous êtes en bas, bien moi je vous pose tout de suite la question de sont-ils conformes techniquement avec la nature du risque? Et puis surtout, est-ce que les équipements de protection individuelle, ce sont des masques? Il y en a la nuit, il y en a le samedi, il y en a le dimanche, comment est-ce qu'on les jette? Comment est-ce qu'on les approvisionne? Et ça c'est de l'organisationnel.
il faut systématiquement prévoir des mesures. Mais quand on a fait ça, on n'a fait qu'une petite partie du travail, là on arrive au deuxième cœur du réacteur, c'est que les principes généraux de prévention introduisent une notion qui n'a pas du tout été encore comprise, voire même qui est une espèce de chiffon rouge pour les employeurs, souvent d'ailleurs agité par les avocats d'entreprise, qui font peur à l'entreprise, c'est que l'employeur se dit, mais pour me mettre en conformité, ça me coûte énormément d'argent et ça me prend beaucoup de temps. Il n'y a pas très longtemps, il y a un décret qui est paru qui a diminué les seules expositions aux poussières dites totales, aux poussières non spécifiques, c'est-à-dire les poussières de farine, poussières qui ne sont pas autres qu'amiante, plomb, etc., qui ne sont pas cancérigènes, mais qui sont problématiques. Il est là, et le gouvernement a baissé les niveaux très très bas. Et beaucoup d'entreprises ont réagi très très fort, on n'a pas tellement entendu parler, mais ça a fait beaucoup de bruit dans le journaux, parce que les entreprises, les boulangers, tout le monde a dit, moi je suis incapable de respecter ça. Pour respecter ces normes, il faut mettre en place des équipements et des installations qui vont coûter, ce que tu ne peux pas mettre avant un an, qui vont coûter tant d'argent, etc., etc. En fait, le Code du travail vous donne la réponse. Les principes généraux de prévention vous disent d'abord que vous devez avoir des mesures de prévention cohérentes, donc là on voit bien la cohérence entre les mesures techniques organisationnelles humaines, et que vous devez les planifier. Vous devez planifier. La planification de la prévention est un principe général de prévention. Alors évidemment, ça paralyse beaucoup les employeurs qui disent, mais moi, si l'inspecteur du travail vient demain ou si j'ai un accident, c'est tout de suite et maintenant que je dois être conforme. C'est pas faux, d'un point de vue pénal ou civil, à tout moment, l'employeur qui n'est pas conforme avec un texte peut se retrouver, s'il y a un accident, voir sa responsabilité en cours. Ceci étant, un employeur qui est responsable aujourd'hui, il va remplir les deux autres colonnes dans lesquelles on va introduire la notion de temporalité. Le seul moyen de sortir de la contradiction entre l'énormité des mises en conformité à faire dans une entreprise et la continuité de l'entreprise, c'est d'introduire cette colonne-là, qui est de dire, en fait, quand on fait de la prévention, non seulement il faut agir sur le registre technique, organisationnel, humain, mais il faut intégrer la temporalité, c'est-à-dire quelles sont les mesures que je dois prendre immédiatement, les mesures à titre conservatoire, qui vont me permettre de protéger les personnes. Je ne suis pas en prévention primaire, je ne suis même pas en prévention secondaire, peut-être en prévention secondaire, qui vont permettre de limiter les risques au plus bas, tout en continuant l'activité. Qu'est-ce que je dois faire tout de suite? Les mesures conservatoires. Et dans un deuxième temps, à chaque fois sur les mêmes registres techniques et organisationnels humains, quelle est la solution de prévention pérenne? Si je reprends mon exemple des poussières, quand les boulangers m'ont dit, mais si on met des dispositifs qui vont nous permettre de satisfaire la nouvelle réglementation en matière de poussière, on ferme tous nos boulangeries. Pour autant, le seul moyen de satisfaire cette réglementation de manière pérenne, c'est de mettre en place ces dispositifs. Très bien, donc vous êtes dans la colonne de droite. Qu'est-ce qu'il faut faire techniquement pour abattre les poussières lorsqu'on est dans une boulangerie? Qu'est-ce que vous faites sur le plan organisationnel? Vous videz les sacs de poussière, de farine par exemple, vous n'êtes pas obligé de les comme ça, il n'y a pas de moyen, etc. Et puis qu'est-ce que vous faites en termes de formation et de suivi médical des salariés, etc. Ça, c'est ce qui va se passer à long terme. Et dans l'immédiat, puisque vous ne pouvez pas respecter cette mesure de prévention pérenne, il va falloir un certain temps pour le faire. Parce que là, je parle des boulangers, mais en fait, c'est une entreprise. Si je parle d'une marbrerie, il lui faut un permis de construire, il lui faut des plans, il lui faut etc. Parfois, c'est 18 mois, c'est 2 ans d'investissement, c'est 2 ans d'investissement sur les lots. La question, c'est qu'est-ce que vous avez fait en attendant? Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, dans 2 ans, je vais avoir des super dispositifs d'aspiration des poussières. En attendant, vous faites quoi? Et en attendant, bien évidemment, vous allez peut-être mettre en place des équipements de protection individuelle, des masques. Mais on sait que c'est vraiment pas la bonne solution. Mais cette solution, elle est prévue par le Code du travail. Et vous allez mettre en place des mesures organisationnelles qui vont permettre de s'assurer que les salariés ne restent pas trop longtemps exposés aux poussières, en faisant des rotations, etc., etc. Un employeur doit systématiquement remplir les 2 colonnes. Il faut que les 3 cases soient remplies, il faut que les 2 colonnes soient remplies. Et à chaque fois que vous faites l'exercice, s'il y a une case qui n'est pas remplie, c'est qu'il y a un problème. Le seul moyen, selon moi, de satisfaire cette obligation de sécurité, de faire la démonstration, c'est de montrer qu'on a rempli les 6 cases et qu'on a bien en tête ce qu'on fait immédiatement, sur le plan technique, organisationnel et humain, et ce qu'on va faire à terme, avec évidemment derrière toute la planification qui est prévue par le Code du travail et la programmation, hein, avec les coûts qui sont associés, etc., qui permettent encore de justifier ces choix et de dire pourquoi dans un premier temps on va mettre des masques. Pourquoi dans un premier temps, au lieu d'utiliser un échafaudage, on va utiliser l'Europe? Je ne sais pas faire autrement pour l'instant, mais au moins j'ai pris des mesures. Si, très souvent, alors vous avez 2 types d'entreprises, hein. Très souvent, enfin même 3. La case du haut technique est remplie par les ingénieurs. La case, donc c'est l'approche ingénieur, l'approche technicienne, mise en conformité. La case du bas aussi, la case sur l'acteur humain, les consignes. J'affiche des consignes dans toute l'entreprise, tout le monde porte des masques. Quand il y a eu 10 facteurs de pénibilité, je suis allé dans une entreprise où les types se sont retrouvés du jour au lendemain avec des bouchons anti-bruit, des masques, des gants, des masques respiratoires. Il fallait monter 4 escaliers, c'est dans la sidérurgie, etc. Quand on montait les escaliers, la première chose qu'on faisait, on enlevait son masque, on ne pouvait pas travailler. Donc,
On a souvent cette propension, quand on met ce type de protection, c'est forcément du court terme. Ça ne peut pas être autre chose que du court terme. C'est en attendant de mettre de réaliser les investissements nécessaires. Donc très souvent, on a la première et la troisième case qui est on dit la phase organisationnelle, c'est plus dur. C'est normal, hein, on est dans le dur. On est dans la promotion de la santé, ça n'est plus encore une fois une question d'agir, ça va convoquer l'employeur lui-même, les chefs d'atelier, les agents de maîtrise, le service achat, tout le monde va devoir se poser la question de l'organisation dans l'entreprise et des choix d'organisation. Et puis, après, le deuxième défaut qu'on voit très souvent, c'est que beaucoup d'entreprises remplissent uniquement la première colonne. Et donc, du coup, en montrant en généralité, et on ne généralise pas la prévention, c'est que je régis la situation dans l'immédiat, et puis on passe à autre chose. Évidemment, ça ne peut pas tenir lieu de politique de prévention, parce que je pense que par rapport au juge, on n'a pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention, on n'a pas planifié la prévention. Et souvent, on voit l'inverse, des entreprises qui disent ne vous inquiétez pas, dans 2 ans, on va déménager, on a un super projet, donc l'usine, elle sera nickel. Et pendant 2 ans, la colonne de gauche n'est pas remplie en disant pendant 2 ans, on va prier qu'il ne se passe rien. Non, tout doit être rempli. L'employeur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de hiérarchie, comme on dit souvent, il faut hiérarchiser les risques, il y a ceux qui sont importants, il y en a que je vais de côté, ils sont. Non, pour tous les risques, vous devez avoir ce tableau-là et donner de la visibilité aux salariés, aux chefs d'atelier, aux représentants du personnel, aux avocats, aux juges, à l'inspecteur du travail, etc. Donc voilà comment l'expansion du champ de la santé au travail peut être prise par les employeurs à partir du principe de prévention. Là, je ne remplis ce tableau quand me basant sur la question de comment je peux éviter les risques. Si je ne peux pas éviter le risque, comment je le combats à la source, si je ne peux pas le combattre à la source, etc. Et vous remplissez ces colonnes-là à partir de n'importe quelle pratique. Si on avait le temps, je peux faire un exercice, vous verriez que ça marche dans toutes les situations, y compris en risques psychosociaux, y compris pour des accidents, pour des risques extrinsèques. Parfois, l'employeur vous dit, mais moi, j'ai pas pris sur le changement climatique, sur les inondations. Si. Avec ce tableau-là, vous pouvez prendre des mesures. Pendant la Covid, les employeurs ont rempli ce tableau-là pour faire leur plan. Je pense que j'ai été trop long, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est l'illustration, c'est le côté pratique de l'ouvrage, de voir les pratiques. C'est comme ça, effectivement, qu'on peut passer du plus droit à la vraie prévention.